passe la parole au dernier intervenant, qui est notre collègue Gilbert Fournier, spécialiste de l'histoire des bibliothèques, on peut dire, et notamment parisiennes. Cette époque entre le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, et qui va nous parler de la bibliothèque personnelle de Louis Bert, 1479-1554, et ses exemplaires d'Erasme. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous fais grâce. D'abord, je remercie évidemment chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité, en particulier Thierry Amalou qui fut mon interlocuteur. Et je dois remercier aussi Rémi Cazin et le personnel de la bibliothèque municipale de Colmar, qui a eu la gentillesse ces dernières semaines de m'accueillir alors que la bibliothèque est en travaux. Ce qui fait que j'ai fait un effort considérable pour arriver jusqu'à vous, puisque j'ai travaillé dans le froid, dans un bâtiment particulièrement exposé au vent, où on tenait en gros 3 heures derrière son bureau. Et ça pendant 2 semaines et demie, pour arriver au résultat que vous avez sous les yeux et que j'essaierai de vous expliquer. Thierry, je m'excuse immédiatement parce que je vais très peu parler du Nouveau Testament, puisque au moins dans ce que j'ai entreaperçu de la bibliothèque de Bert, l'exemplaire ne se trouve pas dans les collections qui sont arrivées à Colmar au moment de la Révolution française. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en sera pas question, mais il en sera question à la manière de Dominique Coq, qui évoquait une histoire des absences, et j'essaierai d'expliquer, parce qu'il y a quand même quelques raisons à cette relative absence du biblisme humaniste, je crois que c'est une expression de monsieur Roussel, et du Nouveau Testament en particulier. Je ne suis pas spécialiste d'Erasme, je parle devant un aéropage de spécialistes, de gens qui qui ont étudié pendant plusieurs décennies Erasme. Je m'excuse de mes lacunes, mais mon point de vue est un peu différent et complémentaire de celui de Malcolm Wolsby. C'est-à-dire que je vais parler, moi, du micro. Et je vais faire de la micro-storia italienne en quelque sorte, et je vais vous parler d'un horizon de lecture, autrement dit, comment fonctionne la présence d'Erasme à l'échelle d'une bibliothèque, en l'occurrence celle de Louis Bert, que je n'ai pas découvert, loin de là. Hein. C'est une bibliothèque qui est connue essentiellement par un article de 1964 de Alfred Kimmenauer, qui était un étudiant de Joseph Benzing, et qui, dans les mélanges Benzing de 64, a consacré 8 pages à Louis Bert, dont seulement quelques-unes sont consacrées à la bibliothèque. Donc on voit, on a assez peu de choses. Il y a quelques petites choses qui ont été produites ensuite, en particulier par Lina Bayet, mais c'est assez peu de choses. Et surtout, je dois rendre hommage à un projet Interreg Patrimoine Humanisme du Rhin supérieur 2011-2014, piloté en particulier par l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse, qui a défriché le terrain et qui a mis à la disposition des chercheurs une ressource concernant un certain nombre de volumes, ressources qu'il faut vérifier, etc. Mais bon, elle est disponible. Autrement dit, mon propos, c'est d'essayer de mettre en lumière, je vais dire, un corpus érasmien qui ne colle pas directement au propos d'aujourd'hui, mais en quelque sorte, c'est une intervention conclusive qui va ouvrir un peu le propos et qui va voir fonctionner en fait la référence érasmienne, si je puis dire, dans une bibliothèque qui comprenait à peu près 320 volumes, au moins 320 volumes qui sont conservés aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Colmar, et on sait que par un legs de 1545, Louis Bert a fait don d'une centaine d'ouvrages et de 1400 florins à l'université de Fribourg, en Brisgau, en particulier aux étudiants qui étudient les Saintes Écritures. Donc on suppose que parmi ces 100 ouvrages, il y avait des ouvrages de théologie essentiellement, peut-être même le Nouveau Testament, mais les imprimés fribourgeois sont très mal défrichés à ce jour, et donc on n'a connaissance que de 6 incunables provenant de Bert dans les fonds de l'Université de Fribourg, en Brisgau, qui comprend à peu près 20 000 imprimés du XVIe siècle. Donc, si quelqu'un a de l'argent, vous parlez des difficultés de la recherche, si quelqu'un a de l'argent, si quelqu'un a envie, posez-vous à Fribourg, essayez d'exhumer les exemplaires manquants. J'ai essayé de répondre très rapidement, parce que j'ai peu de temps,
très rapidement à 2-3 questions. Pourquoi Louis Bert et sa bibliothèque, d'abord. Ensuite, essayer de donner envie d'explorer la bibliothèque personnelle de Louis Bert et de montrer que c'est une bibliothèque bâloise par bien des aspects. Et puis, enfin, en arriver au Nouveau Testament et au biblisme humaniste. Pourquoi Louis Bert, vous allez me dire? Après tout, il y a tant de bibliothèques, pourquoi celle-ci? Je vais dire, le premier argument, c'est ça. Là, vous avez 75 cm linéaires, vous avez 16 volumes d'Érasme, d'œuvres d'Érasme. 16 volumes d'aujourd'hui. Hein. Je reviendrai après dans le détail, etc. Je veux dire, c'est pas rien, c'est même relativement exceptionnel. Pour avoir travaillé sur la bibliothèque des bienfaiteurs du Collège de Sorbonne jusqu'en 1550, la date d'édition de l'inventaire inédit, à ce jour, la plus grosse bibliothèque exhumée parmi la vingtaine, c'est la bibliothèque de Guilleubon, François Guilleubon, qui décède en 1534. Madame Gide a repéré 85 livres. Christine a beaucoup travaillé, il y en a certainement aux environs de 110 ou de 120, Christine Bénévent. Dans le lot, il y a 3 Érasmes, dont le Nouveau Testament que Christine a exhumé à l'Arsenal. Voilà. Bon. Donc on n'est pas du tout à cette échelle-là. Hein. Là, tout à coup, on a une bibliothèque assez extraordinaire. Mais avant d'en venir là, il y a d'autres raisons. Et les premières raisons sont des raisons presque biographiques. C'est que Bert est relativement bien connu par les articles de Farge dans le registre biographique et de Bittenholz dans les contemporains d'Érasme, le premier tome de 1985. Il est né en 1479 et... à Bâle, d'un papa banquier et marchand de grains, et ces étapes, je les énumère rapidement. Il est parisien, il fait ses premières armes, évidemment, à Bâle et dans les environs. En particulier, il apprend des éléments d'hébreu auprès de Pélicane. Il va à Paris en 1496 pour poursuivre ses études jusqu'en 1513. En 1512, il est docteur de la faculté en théologie. Le premier de sa promotion, et on verra que ça joue un certain rôle. On sait plein de choses de lui, qu'il a fréquenté le collège Sainte-Barbe, à partir de 1500, le collège de Sorbonne, et qu'il a occupé toutes sortes de fonctions. On en oublie souvent une, parce que l'information n'est pas très connue, mais il a été bibliothécaire du collège, on le sait, grâce à une mention souvent oubliée dans le registre de prêt, qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Mazarine. Il a enseigné la grammaire et l'éthique, on sait que c'est certainement le dernier titulaire de la chaire d'éthique, en 1508, le manuscrit autographe des commentaires des 6 premiers livres de l'éthique à Nicomaque est aujourd'hui le manuscrit 12 de la bibliothèque municipale de Colmar. C'est par cette entrée-là que j'ai fait la connaissance de la bibliothèque de Louis Bert et en l'occurrence de sa bibliothèque parisienne dans un premier temps. En 1513, début de l'année de 1513, il est déjà à Bâle et il y restera jusqu'au passage à la Réforme. En 1529, il occupe très vite des fonctions importantes à l'université, les recteurs, professeurs et doyens de la faculté de théologie, les chanoines en 1513 et en 1518, il est prévôt de la cathédrale Saint-Pierre. En janvier 1529, il part en exil, il le dit lui-même, à Fribourg, et il y restera, il espérait revenir à Bâle, comme Érasme, et il y restera jusqu'au 14 avril 1554, avec de fréquents séjours à Thann, qui sont assez bien attestés par la correspondance, dont il était chanoine. Je ne reviens pas sur le don. Il a produit quelques œuvres qui sont référencées par Bittenholz, en particulier un Ars Moriendi, peu de choses. Et on trouvera toutes sortes de détails supplémentaires dans les diverses correspondances, donc le canonicat à Thann, les diverses consultations du magistrat de Bâle, en particulier en matière d'Eucharistie, en 1525, la dispute de Bade et de Berne de 1525-26 et de 1528, où les 2 fois il dirige le parti de l'Église catholique. Les rapports avec Érasme sont évidents, ce sont des rapports biographiques. Les séjours de Bâle, d'Érasme à Paris, épisodiques, à Bâle d'août 1514 à mai 1516,
à mai 1516, et puis de décembre 1521 à avril 1529, et puis son séjour forcé à Fribourg-en-Brisgau à partir de l'été 1530 jusqu'en juin 1535 sont connus et concordent parfaitement avec ce qu'on sait de la présence de Louis Hébert dans ces diverses villes. Sa correspondance nous le rend plus familier, la correspondance avec Erasme en particulier. Il y a une quinzaine de lettres que j'ai pu voir entre 1516 et 1529, où il apparaît toujours comme une sorte d'ami indépendant et de familier d'Erasme. Les expressions sont d'Erasme lui-même. La première lettre qu'il évoque, il y en a beaucoup plus qu'il évoque. Hein. Il y a la première lettre qu'il évoque, en fait c'est une lettre du 21 septembre 1514, une lettre qu'Erasme envoie à Jacob Wimfelin concernant la réception triomphale d'Erasme à Bâle. Quelques jours après son arrivée, l'université organise un banquet et évidemment son recteur et docteur en théologie Louis Hébert se doit d'être présent, et on a une première esquisse de portrait qui restera je vais dire à peu près toujours le même au courant des années. Dans la même lettre, c'est d'ailleurs intéressant, Erasme évoque le commencement de l'édition du Nouveau Testament et des annotations chez Froben. Donc il est loué pour son savoir théologique et pour sa discipline de vie. Et ça, tout au long, j'allais dire, de la correspondance d'Erasme. C'est d'ailleurs assez curieux, parce que pour connaître un tout petit peu Erasme, je vois quand même qu'en fonction des personnes, des moments, des situations, les nuages s'amoncellent au-dessus des têtes des amis, etc. Là, on a quelque chose qui est relativement constant, et on a une lettre de mars 1529 qui est extrêmement touchante, où Erasme est encore à Bâle, il attend d'aller rejoindre son ami Hébert, et il y a une sorte de confession qui dure sur des feuillets, et qui est extrêmement impressionnante, qui parle de l'actualité, etc., mais aussi de son sentiment et d'une certaine désespérance. Mais il y a aussi un usage, j'allais dire, beaucoup plus argumentatif et réfléchi de, j'allais dire, Bert, et de ce qu'incarne Bert. Et Bert, dans toutes les circonstances, pour Erasme, c'est toujours le docteur de théologie de la faculté de Paris, et c'est le premier de sa promotion. Et on voit que c'est un argument qu'il avance systématiquement lorsqu'il évoque Bert, et comme par hasard, c'est dans les polémiques. C'est là qu'apparaît le plus souvent en fait le nom de Bert, et il apparaît dans la polémique avec Lefebvre d'Étaples en 1517, avec Luther de 1521 à 1527, avec Noël Beda de 1525 à 1526, en rapport avec les événements parisiens, le nouvel examen des œuvres d'Erasme en 1527, ou la prédication de Nicolas Leclerc en 1528, et enfin la querelle eucharistique qui secoue Bâle en 1525 et en 1526. Et à chaque fois, c'est pas un usage factuel, etc., qu'on fait de Bert, mais on voit bien qu'on avance Bert comme une sorte de témoin de l'orthodoxie, pour dire les choses très rapidement, d'Erasme. Il doit témoigner en personne, ou par des lettres, ou par ses titres, ou par son autorité, de l'orthodoxie, entre guillemets, d'Erasme. C'est particulièrement vrai, évidemment, dans les lettres à Noël Beda, puisque Bert est bien connu sur le marché parisien. Et ce qui est intéressant aussi, quand on suit un tout petit peu les polémiques et la correspondance des polémiques et la façon dont Bert apparaît c'est que on voit aussi la fonction de Bert. Bert sert en quelque sorte de relecteur un peu systématique pour tous les textes qui posent des problèmes à Erasme. Et il a relu en 1517 l'Apologie contre Lefebvre d'Étaples en vue d'une deuxième édition à Bâle. Il avait été édité d'abord à Strasbourg. Le Libre Arbitre contre Luther en 1524. Le Nouveau Testament en prévision de la deuxième et de la quatrième édition de 1519 et de 1527. En 1516, il y a deux lettres qui indiquent que Bert se délectait, c'est le terme d'Erasme, du Nouveau Testament. Et enfin, il a relu en 1525, avant et après publication, la lettre sur l'interdiction de manger de la viande destinée aux magistrats de Bâle.
Donc on voit qu'en quelque sorte, c'est une sorte de caution théologique dans tous les sens du terme, et il en avait conscience puisque cette amitié avait mal commencé, puisqu'elle avait commencé à apparaître dans le sillage de la polémique avec Lefebvre, et immédiatement Erasme reproche à Bert d'être trop proche et trop fidèle à Lefebvre, ce qui était le cas puisqu'il appartenait à son cercle lors de ces années parisiennes. On voit aussi que, de manière générale, Bert suit en quelque sorte le commerce intellectuel et littéraire accompagne le commerce littéraire d'Erasme de diverses manières, en mettant des manuscrits à sa disposition, un Bède par exemple, on ne sait pas si on lui appartenait ou si c'est un manuscrit qui transmet. Plus intéressant, en lisant un pamphlet de Léo Jude contre Erasme publié en allemand, en août 1526, ou alors il l'interroge à propos de l'opportunité de publier une dédicace des Lucubrationes d'Athanase qui était destinée à un évêque à l'évêque de Lincoln. En fait, Erasme, dans une lettre à Thomas More du 30 avril 1525, la lettre numéro 1804, dit clairement qu'il aurait aimé que son ami Bert s'engage davantage dans la polémique qu'il ne le fait, mais Bert a depuis longtemps perdu l'habitude du gymnase sorbonnique et il a peur de tout. Donc on voit deux êtres très proches, et on le voit essentiellement par la correspondance, et on le voit aussi dans la bibliothèque, par ça, mais essentiellement par ce que je vais vous montrer là. C'est un volume des Lucubrationes d'Erasme, qui a été publié à Strasbourg chez Matthias Schürer en septembre 1515. Et vous avez là la page de titre. Vous devinez, je peux agrandir même si je ne m'y connais pas très bien, ici au milieu, toute une série de mentions qui ont été imposées et qui indiquent que les livres de Bert sont passés par diverses abbayes avant d'être sécularisés, et que toute la bibliothèque de Bert, une partie de la bibliothèque de Bert passe à la bibliothèque municipale de Colmar. C'est qu'ici vous avez les mentions barrées qui concernent les Antonins d'Issenheim, ceux du fameux retable qu'on peut voir aujourd'hui à Colmar, et puis aussi vous avez l'abbaye de Marbach, les chanoines réguliers de Marbach. Mais ce qui est plus... Ici, vous avez la mention d'un catalogue et d'une mention en fait de ces volumes dans un catalogue, et parfois vous avez un ajout d'une date, parfois de la même main, 1780. Alors c'est un catalogue que je suis en train d'identifier. Il se trouve que François Bert, qui est le descendant de Louis Bert, a possédé cette bibliothèque et l'a donnée aux Antonins d'Issenheim. À ce moment-là, un catalogue a été rédigé. Or, ce n'était pas en 1780, c'était bien avant, c'était au début du XVIIe siècle. Il se trouve qu'en 1780, il semblerait qu'un autre catalogue a été fait et qu'on ait pointé systématiquement dans ce catalogue-là les ouvrages qui provenaient de Bert. Je ne sais pas si c'est un catalogue d'Issenheim ou de Marbach, c'est à vérifier, mais ça serait éventuellement une piste pour retrouver des Bert un peu inédits. Mais plus intéressant, et je vais tout simplement aller à la suivante, en bas, vous avez l'écu, et dans cet écu, ici, vous avez Sum Erasmi. Ce Sum Erasmi a été barré ici, et en dessous a été apposée une mention de la main de Bert indiquant que cet ouvrage est un don de Erasme. Ce Sum Erasmi se retrouve dans d'autres volumes en provenance d'Erasme. Donc on voit bien qu'on a un témoignage, j'allais dire, livresque, au sens de la bibliothèque, de ces échanges entre les érudits rhénans et entre Erasme et Louis Bert. Et il n'y a rien d'étonnant à ça si on compulsait d'autres recueils érasmiens ou d'autres recueils tout court composés par Erasme. On trouverait beaucoup d'ex-dono de toute une série d'auteurs rhénans publiés à Bâle ou dans ses environs, dont Bert, finalement, à travers le commerce littéraire, a réuni un certain nombre d'ouvrages. Donc pour ce commerce littéraire-là, qu'on soupçonne dans la correspondance, etc., la bibliothèque de Bert est vraiment un joyau. Évidemment, l'autre témoignage de l'intérêt que les deux hommes se portaient, c'est effectivement la bibliothèque en tant que telle. Alors, vous l'avez sous les yeux, j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on fait très rarement en France. J'ai eu le droit d'avoir plus de 2 livres sur la table. À un moment, j'en avais 25, 30, et dans le lot, il y en a 16
qui en définitive sont des provenances Bert et qui contiennent en fait de l'Erasme. Je pourrais revenir assez rapidement. Alors, je peux les décrire rapidement. Il y a 16 volumes aujourd'hui, il y a 75 cm linéaires, plus un, il faudrait en ajouter un qui est conservé aujourd'hui à Strasbourg, que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Et dans le lot, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces volumes, 6 exactement, sont des recueils constitués par Bert lui-même, et je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. Soit ce sont des recueils j'allais dire exclusivement érasmiens, soit ce sont des recueils Erasme plus autre chose, et dans ce cas-là, on a quelque chose qui est très intéressant pour l'horizon de lecture d'Erasme. Alors les critères en fait pour identifier les volumes qui viennent de Bert, effectivement, ils sont assez classiques. C'est le titre de propriété. C'est une marque qu'il utilise, spécifique, qui apparaît sur un certain nombre de volumes, pas sur tous. Sa devise qu'on a vue tout à l'heure, Domat omnia virtus. Des annotations de sa main, la plupart des volumes que vous avez vus sont annotés, les trois quarts. Et l'appartenance, éventuellement, d'un volume à un recueil qui est sans aucun doute possible, qui provient de Louis Bert et qui a été confectionné par Louis Bert. Alors, je peux vous montrer plusieurs exemples. Là, vous avez un recueil d'épîtres de Bâle de 1529. Effectivement, en haut, là, vous avez à la fois la devise qui a été portée ultérieurement. Quand on voit les choses, on voit que le ductus n'est pas le même, l'encre n'est pas la même, etc. Et ici, vous avez un titre de propriété qui rappelle en particulier le fait qu'il est chanoine de l'église de Bâle. Voilà. Je continue. Toujours dans le même volume, vous avez ici, marge inférieure, un symbole, LB, avec une sorte de chapeau, Louis Bert, qui apparaît dans un certain nombre de volumes. Souvent à l'intérieur des volumes, ce qui fait que quand la page de titre est perdue, on a quand même, ah j'ai fait une bêtise, on a quand même la possibilité de saisir la provenance. Et puis ici, quelque chose qui n'est pas bâlois, ça vient de Josbad évidemment, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez à nouveau l'ex libris de Louis Bert, mais je vous rends attentif à une chose, c'est un imprimé de Bade. C'est précisément un volume qui comprend la copia, le De Ratione Studi, etc., de 1512 de Bade. Et ici, vous avez sa qualité de sociétaire du Collège de Sorbonne qui est mentionné. Et ce qui est très intéressant dans l'ex-libris de Louis Bert, c'est que c'est toujours un ex-libris d'actualité. Il y a beaucoup de sociétaires du Collège de Sorbonne au Moyen-Âge et à la Renaissance qui utilisent ce sociétaire du Collège de Sorbonne durant toute leur vie jusqu'à leur mort. Et donc, du coup, du point de vue chronologique, c'est pas du tout un indice très intéressant. Par contre, Bert, lui, utilise toujours sa fonction du moment. Quand il est chanoine, il n'est pas prévôt. Quand il est prévôt, il n'est pas recteur. Et quand il est sociétaire du Collège de Sorbonne, il n'est plus sociétaire du Collège de Sorbonne. Mais quand il est prieur et il l'indique. Et donc, du coup, on arrive à avoir des indications relativement précieuses aussi quant au moment où a été apposé, et voire éventuellement acheté, acquis le volume qu'on a sous les yeux. Et on voit que de manière générale, il y a une très grande concordance entre la date d'impression du volume et les indications qu'on arrive à retirer, en particulier des qualités mentionnées dans les ex-libris. Si on rajoute à ça d'autres critères, comme les indications de monnaie, de monnaie bâloise dans 3 volumes, on n'a aucun doute possible quant à l'acquisition de ces volumes-là. Alors, il y a une autre chose à laquelle je vais vous rendre attentif, si j'arrive à avancer, pardon. Voilà, c'est ça. Alors Louis Bert, alors vous avez vu des choses spectaculaires, des manuscrits, des reliures extraordinaires, etc. J'ai jamais aimé ça. Je suis un spécialiste du manuscrit médiéval. Il n'y a rien de pire que le manuscrit universitaire. C'est des dossiers et c'est des reliures dégueulasses. Mais j'aime le dégueulasse. Et là, vous avez du dégueulasse. Autrement dit, qu'est-ce que vous avez? C'est tout simplement des parchemins, des remplois, et de ces parchemins, Bert a fait des reliures. Et ça, c'est une reliure spécifique de Bert, qu'il a employée en particulier à 6 reprises dans sa bibliothèque, sur 16, et qu'il a employée en particulier pour constituer ses recueils. Et c'est grâce à ça, à ces indications-là, que vous arrivez à repérer des Bert qui ne sont pas aujourd'hui comme des provenances Bert. Je suis allé voir dans le fonds d'Issenheim et dans le fonds de Marbach, et j'ai trouvé un volume de ce type-là avec les mentions. Ça va plus loin.
c'est que Bert ne se contentait pas de faire ses recueils, sur lesquels je vais revenir une seconde tout à l'heure, c'est qu'il y portait des mentions. Et les mentions que vous avez ici sont des mentions de Bert. Il y a une cotation dans la bibliothèque de Bert, que vous avez ici, et encore mieux, que vous avez là. Ça, ce sont des mentions apposées par Bert. Et c'est les mêmes mentions qui sont apposées en fait sur le plat supérieur, volumen et une lettre. Donc il y avait un mode de classement. Et deuxièmement, si je reviens à l'image précédente, il y a des mentions apposées qui sont des titres qu'il a donnés à ces volumes. Et on verra que ces titres-là n'ont pas tout à fait, sont pas sans indication, quant à la réception en fait de ces textes. Alors, l'heure avance certainement, il me reste 5 minutes, du coup je vais cavarder plein de choses et je vais en venir. En fait, cette bibliothèque-là, je vous laisse découvrir le document que j'ai fabriqué pour vous expliquer en gros que le premier document montre la provenance des volumes. Et vous verrez que la très grande majorité des volumes érasmiens de Bert sont des volumes qui proviennent de Froben et de ses héritiers. Ce sont des volumes bâlois. Et à ce titre-là, c'est déjà une bibliothèque bâloise. Après, je vous laisse voir le document 2. Dans le document 2, vous verrez la ventilation des textes. Or, dans la ventilation des textes, il y a à peu près 50 œuvres qui figurent dans les 16 volumes qui sont ici, qui correspondent à 24 volumes à l'origine, à 24 éditions à l'origine. Il y a 50 œuvres distinctes que je suis arrivé à identifier. Contribution et œuvre. Et une des choses qui peut nous amener sur une piste intéressante, c'est le dernier volume, le dernier onglet, l'onglet consacré aux polémiques. Et l'onglet consacré aux polémiques, tout à la fin, vous verrez qu'au contraire du Collège de Sorbonne et de la Tabula, où vous avez à peu près tout concernant le biblisme humaniste, vous avez absolument tout, Lee, Titelmans, etc. Là, vous avez quoi? Vous avez une œuvre contre Luther et une chose se rapportant à la querelle eucharistique. Et c'est à ce titre-là aussi que la bibliothèque de Bert est une bibliothèque bâloise. Elle correspond tout à fait du point de vue de son actualité et des enjeux doctrinaux et confessionnaux aux enjeux bâlois des années 1520. Autrement dit, la littérature contre Luther, et on voit ça très bien par exemple dans un volume d'épîtres où dans le grand nombre d'épîtres qui ont été annotés, il y a quand même la très grande majorité d'entre eux, c'est des épîtres qui évoquent en fait Luther d'une façon ou d'une autre. La querelle eucharistique, c'est pareil. Vous avez tout un recueil qui est composé de l'œuvre qui est mentionnée concernant Erasme, mais aussi de toutes les œuvres de Osiandre, de Zwingli, etc., concernant cette querelle. Et même, vous avez l'avis qui a été donné au magistrat de Bâle à la suite de la consultation d'octobre 1525. Et vous allez me dire dans tout ça, le Nouveau Testament et le biblisme humaniste, parce qu'il faut finir. Alors la correspondance, elle est très claire, comme vous l'avez vu. D'une part, vous l'avez vu, lecteur enthousiaste du Nouveau Testament, de la première édition. Vous l'avez vu, relecteur en prévision de la deuxième et de la quatrième édition. Il y a une autre lettre qui indique précisément que Erasme envoie un certain nombre d'apologies, qui ont des rapports avec le Nouveau Testament, à Bert pour lecture. Je ne les ai pas trouvés, je ne les ai pas retrouvés, mais il y a une lettre qui en atteste. Or, quand vous regardez en fait la ventilation des œuvres, vous n'avez rien sur le Nouveau Testament. Vous n'avez que les annotations de Valla, dont on a parlé, de 1505, dans un volume, le 12 Romains 2378. Et puis, vous avez deux autres choses, qu'il faut chercher un peu plus loin dans la bibliothèque. Vous avez les deux écrits de Pierre Couturier, le fameux chartreux, qu'Erasme détestait, etc., et qui apparaît sans cesse dans la correspondance avec Noël Beda. Vous avez le Détralationné Biblier, dans 5 Romains 12, 689, et l'Antapologia, 1 Romains 58, 18, les deux édités, les éditions Princeps, Jean Petit, Paris, 1525, 1526. Or, aucun de ces deux n'est annoté. Là, vous avez le Détralationné Biblier, 5 Romains 12, 689 de la BMC. Il y a le titre de propriété de Bert. Or, ici, vous avez la reliure qu'il a confectionnée pour ce volume. Et il y a marqué là-haut, je finis sur ça,
volumen G, contra Lutheranos. Donc vous avez là un horizon de lecture qui est très singulier, qui est un peu moins singulier quand on connaît le fond, je veux dire, luthérien en quelque sorte de la bibliothèque de Berg. Il avait des œuvres de Luther, mais c'est quand même assez singulier de faire de cet ouvrage de Couturier un contra Lutheranos. Voilà. Si vous avez des suggestions, je vous remercie.